السلام عليكم مرحبا بكم في كوزون بودكاست اللي كنانفيتيو فيه كل حلقه ان اكتور ديكوسيستيم انتربرونيا ولا انوفاسيون في المغرب. اليوم سي ان ايبيزود سبيسيال pour plusieurs raisons mais pour deux raisons principales. Tout d'abord معنا نوال قيناق entrepreneuse franco-marocaine عندها واحد التجربه انسبيرونت في l'entrepreneuriat féminine ou l'entrepreneuriat avec du sens. Et في نفس الوقت c'est une on va dire واحد الحلقه سبيسيال parce que كاينه future forum. دونك كنخرجوا من الاستوديو ديالنا وكنونجستريو في هذا لو سيتاب هذا الحلقه غيكون فيها بزاف تاع لي زينسايت خليكم معنا. بونجور نوال. Bonjour, salam alaikum. Salam. Merci pour avoir accepté l'invitation. On est honoré de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Donc voilà, on a échangé avant le podcast et voilà, tu nous as parlé un peu de ton parcours et on aimerait bien que tu partages un peu ton histoire. Est-ce que tu as démarré, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat directement ou bien il y avait une histoire derrière? Alors, en effet, on en a discuté brièvement tout à l'heure et moi, mon parcours il est assez atypique. C'est que j'étais pas du tout destinée à une carrière entrepreneuriale. D'accord. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a plus de 15 ans. J'étais dans le paramédical, je devais être infirmière. Voilà, à Genève, rien à voir. Donc moi, je suis franco-marocaine, donc je suis née dans le sud de la France à Montpellier. Ok. Et j'ai fait mes études là-bas, j'ai toujours travaillé là-bas. Et moi, j'ai perdu mon père très tôt. Donc je suis l'aînée de la famille, Allah yarhamou. Et à 16 ans, j'ai j'ai continué mes études, mais j'ai toujours travaillé à côté. Ok. Et j'ai entendu une phrase que ma mère a dit, je suis mariée avec mes enfants. Et moi, c'est ça qui m'a animée de m'en sortir dans la vie, en fait. D'accord, d'accord. Donc là, donc tu t'es lancé, on va dire, dès jeune âge. On va Très dire que c'est de jeune. l'entrepreneuriat dans un sens parce que C'est ça. tu as pris l'initiative et tu as commencé à travailler et à apporter de la valeur voilà, à ta famille. Donc est-ce que après le salariat, il y avait quelque chose, un élément, on va dire, précurseur de cette pensée-là à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a poussé concrètement? Ce qui m'a poussée, c'est que j'ai vécu une expérience négative dans une boutique de prêt-à-porter de luxe. Donc j'ai D'accord. subi et vécu le harcèlement moral. Ok, Et là, à partir de là, j'ai fait une année sabbatique. d'accord. Donc j'ai fait une année sabbatique et aujourd'hui, ce que je transmets à des porteurs de projets, c'est que quand vous avez un moment de votre vie où vous ne savez pas ce que vous faites, ce que vous voulez faire, c'est vraiment de travailler sur soi, de muscler sa confiance en soi, de se D'accord. connaître, d'apprendre à se connaître soi-même avant même de vouloir entreprendre. Parce que c'est comme ça qu'on peut définir ses valeurs. Ouais, Et ouais. quand on veut créer une société ou lancer une start-up ou autre, c'est de rester aligné à ses valeurs. Très bien. Donc on peut dire que s'il n'y a pas un ancrage, un fort ancrage, C'est ça. ben, on va être facilement pris par n'importe quel, on va dire, premier challenge, peut-être c'est ça. Exactement. Ouais. Et comment un entrepreneur, ben, il peut travailler sur soi? Est-ce qu'il doit suivre une formation ou bien c'est des choses qu'il peut faire lui-même? Alors moi, j'ai commencé par la lecture. Donc j'ai lu D'accord. beaucoup de livres, Ouais. dont Carl Gustav Jung qui m'a beaucoup aidé dans son approche parce qu'il prend l'humain dans sa globalité. Donc il ne fait pas de discernement entre le corps, l'esprit et le mental. Ouais. Donc il prend vraiment le corps dans sa globalité. Globalité. Donc être à l'écoute de soi. Donc être à l'écoute de soi, c'est être à l'écoute de son corps. On parle d'intuition. Dans mon livre, donc j'ai aussi écrit un livre, on en parlera aussi, Oui, qui bien est sorti sûr. il y a 2 ans. Et moi, j'ai commencé par la lecture. Voilà, la D'accord. lecture pour le travail sur soi, mais j'ai aussi fait des formations. J'ai été dans des conférences, assisté à des conférences et j'ai un mentor aussi qui me permet qui me guide aussi dans les prises de décision ou quand je suis un peu perdue. D'accord. Donc d'après ce que j'ai entendu, ben déjà il faut prendre l'initiative à se développer, mais également il faut trouver des mentors, et peut-être se mettre dans un environnement. Exactement. Est-ce que l'environnement était favorable à ça ou bien c'est toi-même qui as voulu, qui as cherché Alors, cet environnement-là? pour la petite anecdote, moi, quand j'ai la société que j'ai créée, donc je l'ai créée il y a 10 ans, donc en D'accord. 2016. Et j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc j'ai commencé dans la boîte que j'ai rachetée. J'ai commencé stagiaire. Ah, d'accord. C'était ma première grosse affaire, 200 mètres carrés, plus de 5 salariés. Je n'ai D'accord. pas eu d'accompagnement dans le management, ni dans le... Moi, j'ai découvert tout ça sur le tas, en fait. Sur le tas, ouais.
Donc j'ai eu 3 ans d'expérience salariale juste avant de racheter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il me manquait vraiment un mentor ou un accompagnant dans ce... Je pense que j'aurais pu me développer plus si j'avais eu cet accompagnement-là. Oui, d'accord. Donc je suis allée chercher l'information toute seule. Déjà juste pour racheter en tant que salarié repreneur, j'ai fait une levée de fonds. Donc à 29 ans, je me suis endettée à plus de 250 000 euros. Oh là là, d'accord. Voilà, j'ai tout remboursé. Très bien, tabarakallah, excellent. Mais ça demande des sacrifices, Ouais. une discipline, la persévérance, la détermination. Et je parle de résilience parce que quand je suis face à des échecs ou à des entraves sur le parcours, des challenges, justement, j'en tire une force, je transforme cette force en force motrice. Motrice. C'est ce qui, on va dire, c'est ce qui alimente, c'est ce qui t'alimente pour aller de l'avant. Et voilà, ça, on va. Moi, ce que j'ai remarqué là, c'est que c'est du growth mindset. Parce que même si elle est un challenge, c'est normal, tu l'acceptes et après tu construis sur ça. Je m'adapte à la situation. Ouais, d'accord. Et voilà, en étant entrepreneur, quelles sont les erreurs récurrentes, soit que tu as pu commettre ou bien que tu vois d'autres entrepreneurs en train de commettre et qui peuvent facilement éviter? Alors, en tant que mentor business, parce que j'interviens dans des jurys parfois aussi, je vois des porteurs de projets qui justement n'ont pas fait ce travail sur eux et qui ne définissent pas leurs valeurs. D'accord. Donc, ils se lancent dans un projet parce que c'est la mode de lancer telle ou telle entreprise. Ça n'a pas de sens pour eux. Ça n'a pas de sens pour eux. Ça ne vibre pas avec leur âme. Ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas une passion, ils font ça pour l'aspect financier. Alors que le financier, c'est un moyen et non pas un but. Bien sûr. Et c'est l'erreur principale que font les futurs entrepreneurs. Oui, parce que là où il n'y aura pas d'argent, qu'est-ce qui va rester avec nous? Parfois, ce qui arrive avec les entrepreneurs, c'est que même si on a un bon système de support, même si on va dire, mais si on n'a pas de l'argent, on est dans des difficultés, il n'y a rien on n'a pas d'ancrage, pas de valeur, on va facilement laisser tomber. C'est ça. D'accord. Donc ça c'est le premier point, donc l'aspect financier, donc ils sont pas alignés déjà à leur, ils sont pas alignés à leurs valeurs, et le manque en fait de formation et d'investissement en soi. D'accord. Ça, c'est ces 2 points-là principaux que je remarque. Donc il faut, on va dire, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour continuer à apprendre et ne pas rester juste focus financier, mais également sens. Et qu'est-ce que ça donne comme sens et comment ça alimente l'entrevécu. Donc aujourd'hui, tu interviens en tant que business coach ou bien il y a également d'autres activités sur lesquelles tu interviens? Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis auteure depuis 2 ans. J'ai sorti mon premier livre qui s'appelle Femmes du désert, 7 sagesses pour trouver sa mission de vie. Donc c'est un roman initiatique sous forme de journal où je relate l'histoire d'une petite fille jusqu'à sa vie d'adulte. Il y a une grosse partie entrepreneuriale. Donc ma première sagesse, c'est la foi, une confiance absolue. Et dans cette foi-là, de quoi je parle? Je parle de la confiance en soi et je parle de l'aspect financier aussi, de l'aspect spirituel, pardon. Et la foi, c'est dans sa globalité. C'est avoir cette foi indestructible, de relever des montagnes, de surmonter des montagnes et des épreuves. J'ai fait pourquoi le titre Femme du désert? Parce que j'ai fait cette comparaison entre les épreuves de la vie, mais au sein d'une entreprise même, parce qu'une entreprise, pour moi, c'est comme la vie aussi. C'est la vie, oui. Et la traversée du désert. Donc c'est une métaphore que j'ai fait dans ce livre. D'accord, donc il faut beaucoup de résilience, beaucoup d'endurance. Exactement. Il faut un travail de préparation en amont. C'est ça. Et donc voilà, on a parlé des erreurs. On a parlé des erreurs, on a parlé de conseils, etc. Mais on va parler de l'approche leadership parce qu'avant de lancer l'enregistrement, on a parlé de leadership. Donc, à ton avis, quel est le rôle du leadership ou bien dans une start-up, quelle posture il faut avoir? Alors, à mon sens, un leadership doit être à l'écoute de son équipe. Garder cette fibre d'humanité. Bien entendu, quand on lance une entreprise, on doit être dans la performance. Ouais. Mais si on est tout le temps dans la concurrence ou dans la performance, à mon sens, c'est entravant. D'accord. Parce qu'on s'oublie. On est dans une course effrénée, on n'est plus à l'écoute du moment présent.
On est toujours dans l'anticipation de qu'est-ce qui va venir, les objectifs chiffres et tout ça. Ouais. Mais à mon sens, c'est déjà d'être un leader collaboratif, d'être à l'écoute de ses collaborateurs, parce que c'est la diversité qui va faire l'excellence. C'est pas uniquement la performance. D'accord. Donc, Rester focus sur la performance. rester focus sur la performance, parfois, il nous fait oublier de voir la grande image, the Exactement. bigger picture, Mm. et prendre le recul stratégique. C'est ça. C'est également important. Donc, on a parlé là de leadership et également, on veut parler, si on peut parler de l'entrepreneuriat féminin. Mhm. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que tu as trouvé des freins lorsque tu t'es lancé au niveau d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y avait des freins particuliers? Alors, du coup, moi, quand j'ai racheté la boîte, Ouais, quand j'ai racheté le fonds de commerce, bon, j'ai tout refait. Donc, j'ai créé ma société donc, en 2016. ok. J'ai mis 3 ans à dire que j'étais chef d'entreprise. Hmm. J'avais ce syndrome de l'imposteur. Et en tant que femme, c'est vrai que quand je faisais des afterwork où j'ai commencé le networking, quand je me présentais face à un public masculin, ce qui est la vérité, hein, Ouais. on me cataloguait l'esthéticienne. Alors que non, je suis chef d'entreprise. Je gère une affaire de plus de 5 salariés avec des partenaires et des grosses charges, avec un chiffre d'affaires entre 250 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires Très bien. Excellent. annuel. Et c'est vrai que j'avais du mal à me frayer un chemin en tant que leader d'une boîte. D'accord. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce switch-là, de sortir de syndrome d'imposteur? Alors, en fait, c'est justement l'expérience, les vécus et les échecs. D'accord. Le fait que j'ai surmonté des échecs. Moi, quand j'ai racheté, j'avais les gilets jaunes. Donc, capacité d'adaptation. Le samedi, je faisais un chiffre d'affaires qui était une catastrophe. J'ai réagencé du coup les horaires d'ouverture. J'ai retravaillé la carte des soins. J'ai changé en fait toute la façon de travailler. Ensuite, il y a eu le Covid. Ouais. Donc là, le Covid, j'ai déposé la marque. Donc, je suis aujourd'hui propriétaire de la licence de marque. J'ai développé une marque de parfum d'intérieur qui est labellisée Fabriqué en Occitanie. Ok. Multi. Excellent. Donc, en fait, je transforme cette énergie que je disais négative en moteur. Très bien. Voilà. Et pour justement diversifier les revenus. Donc, après ça, voilà, savoir rebondir et s'adapter vraiment aussi au système D'accord. qui nous très bien. entoure. Et on s'ouvre. La digitalisation est arrivée. Mais Ouais. moi, j'avais déjà digitalisé une partie de Une mon partie. activité. D'accord. Donc, tout ce qui est vente de cartes cadeaux, j'ai un gros volume de vente de cartes cadeaux digitales, en fait. J'en vends déjà pas mal en boutique, mais moi, la digitalisation, je l'ai commencé en 2018. D'accord. Et on est aujourd'hui dans Work of the Future, on va en parler. Dans mon secteur d'activité qui est l'artisanat D'accord. et la prestation de services, c'est Mhm. compliqué d'adapter l'IA dans ce domaine parce qu'on est au contact de la Bien clientèle. sûr. C'est compliqué. La digitalisation, oui, et l'IA, je peux l'appliquer pour la gestion administrative, pour le pôle RH par exemple, mais pas pour la clientèle, La ça clientèle. c'est vraiment limité. Eh ben, toujours, je pense qu'aujourd'hui, l'humain, il dépasse de loin l'IA dans tout ce qui est entrée de relation, on va dire discussion avec client. Ben, automatiquement, on détecte que c'est IA et en même temps, il n'y a pas ce, on va dire, il y a pas ce lien qui se crée, ou bien cette confiance-là. Exactement. Donc moi, je vais juste revenir, on a parlé du sens, mais si je peux poser la question, quel est le sens qui t'alimente dans tous ces projets-là? Ok. Moi, franchement, depuis que je suis petite, jamais je me voyais chef d'entreprise un jour. Pour moi, c'était être infirmière, avoir une famille, voilà. Quand l'entrepreneuriat s'est présenté à moi, le système capitaliste me faisait peur. Je ne voulais pas vendre mon âme pour l'argent. Ouais. Ok. Et je suis restée alignée à ça. Ok. Mon spa, il est 100% féminin. D'accord. Donc, Très bien. à l'époque, j'étais en couple dans une relation de plus de 12 ans. Et pour moi, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle et j'ai passé ma certification, c'était impensable de masser un homme, par exemple. Ouais. C'était mes valeurs. Voilà, chacun a ses valeurs, mais moi, non. Et quand je fais mes phases de recrutement, donc j'ai créé un livret d'accueil dans ma phase de recrutement où je mets les valeurs de l'entreprise, qui sont avant tout la bienveillance, le respect, les valeurs humaines, en fait. Et c'est ces valeurs-là qui m'ont permis de rester pérenne 10 ans après, en fait.
Très bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'étais prête à perdre de l'argent. Et encore aujourd'hui, je refuse une clientèle masculine tous les jours. Si je voyais que la performance est le chiffre, j'accueillerais tout type de public. Mais je refuse même certaines clientes parce que je veux rester alignée à ces valeurs-là. Oui, c'est excellent. Donc, très bien. Voilà. Très bien, excellent. On a parlé un peu d'IA, mais là, moi, j'ai posé une question. Aujourd'hui, on est à Casablanca, au Maroc. Oui. Est-ce que, on peut dire que tu as lancé une activité ici au Maroc, tu vas rester au Maroc. Pourquoi le Maroc? Alors depuis, donc en tant que franco-marocaine, mes deux parents sont marocains et depuis que je suis petite, من صغري نهضر شويه بالدارجه حتى نعرف نهضر بالدارجه من صغري تنقول للوالده انا غادي نكمل حياتي في المغرب. D'accord. Et dans mon Très bien. activité en France, tout ce que je fais, Mhm. donc c'est la rencontre du savoir-faire ancestral marocain avec le savoir-faire à la française. Donc je suis déjà par mon métier rattachée à mes racines qui est le Maroc. Ok, La beauté ancestrale marocaine. Et c'est ce que je mets en place, c'est tout ce qui est éthique et éco-responsable. Donc encore dans le respect de l'humain. d'accord. Ça, c'est vraiment ma valeur principale dans tout ce que je mets en place. Ok, Quand je lance une gamme de produits ou une nouveauté, elle reste alignée avec justement le respect de l'autre et de l'environnement. Et le Maroc, parce que mon âme vibre avec le Maroc. Quand je parlais d'être à l'écoute de son corps. Et puis j'ai saisi des opportunités ici, dont l'Institut français à Casablanca m'a proposé d'animer des ateliers dans le management, où il y a les rencontres littéraires aussi. Et j'ai saisi sur l'occasion parce que je me sens chez moi en fait. Je me sens chez moi que ce soit là-bas ou... mais ici, mon âme vibre avec le Maroc. très bien, excellent. Et je dis aux porteurs de projets justement d'être à l'écoute de leur corps en ce sens. Très bien. Le corps nous parle. Quand on a des mots MAUX, donc il faut voir comment notre corps réagit dans l'environnement où on est. Exactement. On parle d'environnement, il y a aussi l'entourage qui joue beaucoup, donc Ouais. amical, professionnel Ouais. ou familial. Ouais. Donc quand notre corps n'est pas à l'aise dans certaines situations, donc il faut changer, Faut switcher. switcher. Et la vie, elle est dans le mouvement. Ouais. Et c'est pour ça au départ j'avais posé une question par rapport à l'environnement et l'entourage parce que ça influence automatiquement, qu'on le veuille ou pas. Si c'est un environnement qui est négatif, même si on a une grande volonté, on va passer la moitié de notre temps juste à contredire les gens qui nous Exactement. rabaissent. C'est énergivore. C'est énergivore. Entourez-vous Ouais. des personnes qui vous élèvent. Ouais. Donc moi je vais le dire, dans mon livre j'en parle de toute façon, je suis restée 12 ans avec une personne qui m'a tirée vers le bas. L'entrepreneuriat, ça a été mon oxygène. D'accord. Donc cette énergie de fonder une famille, je l'ai mis dans l'entrepreneuriat. Mais par dépit. C'était pas un souhait, c'est de la survie. Ouais. J'en ai parlé dans un podcast, on m'a interviewé en décembre, une chaîne marocaine de radio. Et je parle de ce moment-là et ça a été mon oxygène. C'est ce qui m'a permis, moi, voilà, c'est ma façon d'exprimer, en fait, de transformer les choses. Cette énergie-là. L'alchimie, voilà, c'était de l'alchimie. Au lieu- L'alchimie de ouais. l'âme. Ouais. Donc c'est au lieu de... parce que moi j'ai entendu quelque part, c'est qu'on dit les gens, les gagnants, c'est pas... ceux qui perdent, c'est pas ceux qui échouent, mais ceux qui transforment l'énergie en une énergie négative de destruction. C'est Ceux ça. qui détruisent. Alors que ceux qui gagnent, même s'ils perdent, Ils la transforment en une énergie de élévatrice. construction élévatrice. Exactement. C'est exactement ça. Excellent. C'est pour ça que Oui. parfois je dis mon deuxième prénom, il faut que je m'appelle Résilience. C'est très bien. Et la Vraiment. résilience, est-ce que... Bon, voilà, déjà, quelque chose que certains entrepreneurs vivent, et je vais poser la question. Enfin, on dit que c'est une montagne russe Oui. d'émotions Oui. et dans la journée. Oui. Comment tu arrives à gérer ça? Alors, pour ma part, au début, par exemple, quand en période de rush, où j'ai un planning vraiment chargé, période de Noël, on va dire, et que j'ai une collaboratrice qui me lâche, Ouais. le jour même, Ouais. comment je fais pour réagir? Déjà, il y a la gestion de l'émotion, donc la gestion du stress. Et moi, j'ai musclé une capacité d'adaptation au stress. Mhm. Donc déjà, je ne montre pas le stress à mes collaborateurs parce que, en tant que Ouais, leader, on est obligé d'avoir une certaine posture justement pour les mettre en confiance. Parce que s'ils voient un leader qui est en panique, eux aussi, ça va se transmettre. Ils vont être en panique, c'est comme les enfants. Par mimétisme, voilà.
Donc, j'ai une gestion du stress qui est assez... Intérieurement, c'est le Ouais, chaos intérieurement. Moi, je suis mon cœur il bat à 100. ouais, il faut pas Mais montrer. ma façade, elle est... Voilà. Et je prends des décisions voilà, par priorité. Je gère la chose par priorité, en Priorité. fait. Donc, je regarde qu'est-ce qui est prioritaire. Donc, le planning, la clientèle, si je peux remodifier le planning, déplacer des rendez-vous ou voir quelqu'un qui peut la Excellent. remplacer. Voilà. C'est vraiment avoir cette capacité d'adaptation et de gestion du Adaptation. stress. Excellent, très Et bien. ça, la gestion du stress, on peut la faire que quand on a fait ce travail sur soi. Donc il faut travailler La sur gestion soi. des émotions, c'est Exactement. très important. Très important. Il faut la gestion des émotions et il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans cette vie. Il faut Exactement, avoir du sens, des valeurs. c'est ça. C'est très important. Là, on va prendre un peu, on va dire, on va voir l'environnement macro par rapport à l'entrepreneuriat au Maroc. Voilà, les choses, quels sont les avantages ou bien quelles sont les choses qui sont positives, quelles sont les choses qu'il faudra peut-être améliorer. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai remarqué que en parlant avec beaucoup d'autres chefs d'entreprise, que ce soit femmes, hommes, euh, je pense qu'il faudrait travailler la norme RSE. Donc, ce soit plus le modèle à l'ancienne où on a le chef d'entreprise qui est en haut et les collaborateurs en bas et qui donnent des ordres. Donc, revenir vraiment à un management collaboratif où on responsabilise le collaborateur tout en ayant un cadre, bien entendu, Bien sûr, parce que sans cadre, ben, c'est l'anarchie, bien sûr, comme partout. bien sûr. Donc, prendre et mettre en place justement des normes RSE. Et par contre, ça commence à arriver au Maroc. Donc, il y a certaines boîtes qui le mettent en place déjà. D'être à l'écoute vraiment du collaborateur. Il y a Collaborateur. ce point-là qui est encore qu'il faut améliorer dans certains secteurs d'activité, D'accord. mais c'est en développement. Voilà, il y a ce petit truc-là qui reste à améliorer. À améliorer. Mm. Très bien. Et on peut dire que également par rapport à ça, par rapport à l'environnement d'investissement au Maroc, on peut dire que c'est par rapport à la France. Est-ce qu'on peut dire que c'est un environnement qui est favorable à l'entrepreneuriat? Ah oui, alors clairement, moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire au Maroc. Très bien. Que ce soit dans tout secteur d'activité, vraiment, que ce soit dans le domaine du bien-être, apporter justement une autre approche du bien-être. La mienne, c'est l'ancrage par le parfum. D'accord. Donc, c'est une innovation L'innovation dans le dans le bien-être, mais Ok. qui reste éthique et éco-responsable haut de Éco-responsable. gamme. Donc, avec la formation qui va avec, Excellent. les produits, c'est vraiment en globalité. Et dans le secteur du tourisme, je trouve que ça s'est beaucoup développé. Il y a un cadre aussi qui met en avant l'humain, L'humain, oui. qui n'existait pas avant. Auparavant. Mm. D'accord. Très bien. On revient beaucoup même dans la création de prêt-à-porter ou autre. Il y a cette notion d'environnement, d'éco-responsabilité. Et ça, on ne le retrouvait pas avant. Donc, il y a un gros potentiel encore Excellent. au Maroc de développement. Développement. Très bien. Excellent. Ben, merci beaucoup pour cet épisode. Mais avant de terminer, on a un rituel D'accord. à la fin qui est l'elevator pitch. Donc voilà, donc prends ton temps, tu réfléchis à un elevator pitch de 60 secondes par rapport soit à l'une de tes activités ou bien toi en général. Ok. Nawel Guénag, auteur, chef d'entreprise, mentor business, entrepreneuriat avec sens, où l'humanité est au cœur de tout, sans oublier la performance. Merci. Merci beaucoup Nawel pour cet épisode, pour ce partage. On te souhaite une très bonne continuation. Merci. Ça fait un plaisir de te voir ici au Future of Work Forum et voilà, de collaborer ensemble sur des futurs projets, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et merci. j'ai apprécié que c'était pas prévu que je sois là. Ouais. J'étais de passage à Casablanca. On m'a invité et une très belle découverte. Très belle découverte. Merci Oui, à vous. exactement. Pareil. Merci, merci.